Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, on reçoit de la grande visite. Oui, de la visite belge pour moi. C'est un homme déterminé, un homme altruiste parce qu'il a décidé de se transformer et transformer son expertise pour la mettre au profit des autres. Son moteur d'action, aider les décideurs et les entrepreneurs en partageant des stratégies gagnantes pour les aider à développer leur attitude de héros pour réussir leur vie et leur carrière. C'est effectivement un homme curieux, avide d'apprentissage, mais surtout passionné par l'être humain. Il est conférencier professionnel, conseiller d'affaires, mentor et évidemment auteur car il a écrit 7 livres dont 4 best-sellers. J'ai le grand plaisir de recevoir mon ami Fred Colantonio. Comment ça va? Allô Vincent, ça va bien? Ça va Bonjour bien. tout le monde. Merci d'être là, Fred. Avec plaisir. Merci, vraiment. Ça me fait plaisir. Oui, c'est ça qu'il faut dire, Ça me fait effectivement. plaisir. Effectivement, il y a des gens du Québec, mais on a quand même quelques compatriotes pour toi de l'Europe qui nous regardent à super. l'occasion. Donc, Fred, je parlais de parcours de transformation, je parlais de passionné par l'être humain. C'est qui Fred Colantonio? C'est quoi le parcours de Fred Colantonio? Le parcours, c'est au parcours professionnel, évidemment, on s'entend. Oui. C'est la criminologie. Et Oh. donc, c'est vrai que tu parles de transformation. C'est pas toujours courant d'avoir un criminologue qui intervient dans les organisations et dans les entreprises. Effectivement. Pour faire l'histoire courte, j'ai étudié pendant 5 ans la criminologie. Donc, ça apprend à regarder le comportement des gens dans Ouais. des situations. Et j'ai travaillé pendant 5 années dans l'administration publique belge comme criminologue. Et puis, je me suis rendu compte que, c'est pas arrivé du jour au lendemain, hein, ça s'est fait progressivement, mais je me suis rendu compte que ne regarder que ce qui n'allait pas chez les individus, c'était quand même assez frustrant. Et j'avais envie de mettre à disposition des entreprises et des entrepreneurs tout le bagage que la criminologie apporte, mais sur des livrables qui soient plus positifs que la déviance et la délinquance. Et donc c'est vrai que maintenant c'est de la transformation numérique, de l'innovation, du leadership et toutes ces matières-là. Donc, cette transformation-là s'est faite progressivement, mais finalement, tu as pris tout ton savoir et tu l'as amené dans le côté positif de la chose, pas que nécessairement que la criminologie n'est nécessairement que négative, c'est pas ce que je veux dire, mais à quelque part, tu l'as amené plutôt en un levier de développement, c'est bien ça? On appelle ça les compétences transversales. Hein. Voilà, Comment est-ce que ce que j'apprends dans un secteur peut me servir dans un autre? Et c'est vrai qu'en fait, j'ai pris conscience à mesure du temps que la criminologie est une discipline extrêmement tournée sur l'être humain. Il y a beaucoup de sociologie, donc l'individu au sein d'un groupe. Il y a beaucoup de psychologie, donc l'individu lui-même. Et quand tu prends déjà ces deux éléments-là et que tu les mets sur le périmètre ou le terrain de jeu de l'entreprise, il y a déjà moyen de faire énormément, oui. Bravo, c'est très intéressant cette transformation-là. Et comment le criminologue a fait la transformation et comment ça s'applique aujourd'hui en entreprise? Et je te dirais que c'est une question qu'on me pose souvent de dire mais ce que tu fais n'a plus rien à voir avec de la criminologie. Le problème de criminologie, c'est qu'il y a crime dans le mot. Parce que cet aspect-là, il n'est effectivement plus là. Je ne regarde plus l'aspect de délinquance et de déviance. Mais pour le reste, je suis criminologue d'ADN. C'est vraiment, je le ressens jusqu'au bout des ongles. Alors, c'est pas un criminologue conventionnel ou traditionnel, ça certes. Mais bon, pour quelqu'un qui parle d'innovation, en même temps, ça a du sens de pouvoir justement expliquer ça. C'est amusant parce que je rencontrais ici un président de compagnie qui me disait... il me dit c'est normal que ça t'ait pris un peu du temps de rentrer dans certaines cases et que les gens puissent arriver à t'identifier. Il dit, parce que pour quelqu'un comme toi qui fait de l'innovation à chaque fois qu'il se regarde dans un miroir, c'est évident, mais il a fallu le temps certainement que tu trouves les mots et la manière de pouvoir le préciser. Ce n'est pas quelqu'un qui vend et qui aide les gens à vendre que je dois l'expliquer. Hein, la manière de se présenter a une importance considérable. Exactement. Et donc je crois que mes débuts en affaires qui ont été un peu compliqués l'ont été, pas compliqués mais difficiles, l'ont été parce que au départ les gens disaient mais qu'est-ce qu'un criminologue va faire pour nous, quoi. Et maintenant après une quinzaine d'années c'est en place, c'est correct. Ce parcours-là qui quand même a été en fin de compte jalonné de toutes sortes de changements, d'évolutions. Comme tous les parcours. Comme tous les parcours, effectivement. Mais si tu regardes à l'arrière, est-ce qu'il y a une chose que tu changerais de ton parcours? Et si oui, laquelle?
Écoute, c'est une question qu'on m'a déjà posée et je ne changerai rien parce que je ne serais pas à cette place-ci aujourd'hui. Donc, ah oui, il y a eu des échecs, oui, il y a eu des erreurs, oui, il y a eu des choses où on se dit avec l'expérience, mais si j'avais su. Mais en même temps, voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, comme disait Edith Piaf, je ne regrette rien. C'est bien, j'aime, mais c'est effectivement le cas. Je pense qu'un parcours est jalonné de haut et de bas. Les hauts, on les savoure, les bas, on fait de l'apprentissage. Ben, tu sais, Steve Jobs lui-même le disait, c'est un personnage très controversé aussi. Tout à fait. Et il le dit dans l'entrée de sa biographie là, de Walter Isaacson. Il dit, oui, il y a des choses dans la vie dont je ne suis pas fier, mais je n'ai aucun cadavre dans mes placards. C'est bien. Donc il dit, je suis honnête avec... voilà, alors notamment parce que peut-être que dans les gens qui nous regardent, il y en a beaucoup qui connaissent peu l'histoire. Et donc il dit, ah mais Steve Jobs, il est autoritaire, il a abandonné sa fille, etc. etc. Si c'est ce que vous pensez, documentez-vous, parce que c'est quand même plus nuancé que ça dans la réalité. Et surtout, les gens connaissent peut-être moins le Steve Jobs de deuxième vie, dirions-nous, même si on n'a qu'une vie. Mais le Steve Jobs qui revient chez Apple et qui relance Apple a aussi une relation qui s'aplanit avec sa fille, et il essaye malgré tout de faire les choses bien. Donc, je ne cherche pas du tout à le défendre, je ne le connaissais pas personnellement. Mais ceci pour dire que j'aime ça, les gens qui arrivent à pouvoir dire il y a des choses dont je ne suis pas fier, il y a des choses, si j'avais su, je les aurais faites autrement, mais en même temps, il n'y a pas de cadavre dans les placards. On peut parler, on est au clair, quoi. Et en même temps, je pense que c'est le principe de la vie, c'est le principe de l'entrepreneuriat. Je dis souvent, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, donc on a toujours... Heureusement. Oui, sinon, quel est dans les deux sens, oui. On ne ferait qu'échouer, on n'aurait jamais le courage de pouvoir se redresser, et on ne ferait que gagner, on perdrait la saveur. Oui. Je l'ai partagé, je ne crois pas que c'était avec toi avant qu'on débute. Pour moi, je dis souvent, si c'était facile, tout le monde pourrait le faire. Oui, tout à fait. Et en Algérie, il y a quelques semaines où j'étais, un de mes interlocuteurs a dit, il l'a rephrasé un peu autrement, je trouvais que c'était assez magique, il a dit, si c'était facile, il n'y aurait plus d'extraordinaire. Il n'y aurait plus d'exceptionnel. Tu vois ? Et donc, chacun à notre niveau, l'espèce de magie là, qu'on peut arriver à mettre dans notre trajectoire. Là, alors oui, moi j'ai changé de carrière, mais on est combien à le faire aujourd'hui, tu vois, d'avoir une formation initiale et puis après de réinterpréter notre métier, ou alors de changer complètement de voie. Moi j'ai l'impression de ne pas avoir changé de voie, tu vois. Je suis toujours criminologue d'ADN, je regarde l'être humain avec un autre livrable, mais la démarche, j'allais presque dire scientifique du criminologue, l'analyse, la récolte des faits et le fait de tirer des conclusions, c'est toujours la même méthodologie. Il y a des gens qui font vraiment des changements de parcours qui sont... encore beaucoup plus important. Et justement, ce changement de parcours-là t'a amené de la criminologie à développer le concept de l'attitude du héros. Oui, c'est ça. Parle-nous-en, qu'est-ce que l'attitude du héros? Mais ce que j'ai remarqué en entreprenant moi-même et en étant baigné dans les organisations, c'est que souvent les gens délèguent un peu la responsabilité de ce qui se passe dans leur vie. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie la diffusion de responsabilité. Ah oui, donc on sait que des expériences de psychologie sociale ont été menées. On sait que si vous mettez une personne à un arrêt d'autobus et que sur le trottoir d'en face, vous avez quelqu'un par exemple qui tombe, le temps de réaction de la personne sera très rapide. Oui. De l'ordre de 2 à 3 secondes. J'ai plus les chiffres en tête, excusez-moi, mais vous pourrez trouver ce genre d'expérience. Mais le principe est intéressant. L'idée est celle-là. Oui. Par contre, il suffit que nous soyons 2 ou 3 au même arrêt d'autobus et que la même personne tombe pour que le premier réflexe ne soit pas de « je dois y aller parce qu'il n'y a personne d'autre, donc c'est moi qui suis responsable ». Le premier réflexe va être de « qui y va ». C'est intéressant. Et donc, tu as ce qu'on appelle une latence. Il y a un délai dans la prise de décision parce que simplement, comme je ne suis pas tout seul, peut-être que quelqu'un d'autre va y aller. Et dans les organisations, c'est systématique. Tu as toujours quelqu'un dans la réunion qui va dire qui va animer la réunion. Dans le pire des cas, quand elle n'a pas été organisée, c'est ça, c'est qui va animer la réunion.
Et puis alors après, pour les prises de décision, c'est très souvent comme ça. On a tendance à se regarder. Quand on a des personnes de même niveau de responsabilité, quand on a un comité de direction, par exemple, un conseil de management, et que vous avez des cadres autour de vous, des gestionnaires, comme vous dites ici à Québec, on a un peu tendance à se regarder. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, bon, tu vois. Donc ça a été un des éléments où je me suis dit, mais moi j'ai quelque chose à apporter là-dessus sur de la responsabilisation. Un autre élément qui intervient très souvent, j'en parle dans mon dernier livre, c'est les biais de perception. Un biais de perception, donc c'est les biais cognitifs, c'est la manière dont notre cerveau nous piège. Un biais de perception qui est très courant, c'est le biais qu'on appelle l'effet de groupe. C'est-à-dire que nous prenons tous ensemble une décision qu'aucun d'entre nous individuellement n'aurait acceptée, ou n'aurait prise, ou n'aurait tolérée. Ouais. Et donc avec tout ce bagage qui était psychologique, sociologique, criminologique, je suis arrivé dans les organisations et j'ai parfois fait des constats qui, moi, me semblaient assez naturels. Alors, pas parce que je suis quelqu'un qui sort du rang, n'importe qui a la formation de criminologue voit les choses comme ça. Sauf que les gens de l'entreprise qui ont souvent une autre formation, peut-être plus commerciale, peut-être plus de gestion ou autre, mais avaient comme pas cette paire de lunettes-là pour regarder la réalité. Tu vois. Donc, moi, je suis venu très naïvement avec quelque chose où je pensais qu'on voyait tous les choses de la même manière. Et puis quand j'ai commencé à donner mon retour, on disait, tiens, là-dedans, comment ça se fait que, et pourquoi est-ce que vous avez fonctionné comme ça? On m'a dit, c'est intéressant la question que tu poses, on ne s'était jamais demandé ça. Bon. Et ce qui a amené à l'attitude des héros, c'est finalement que je me suis dit, mais si je veux que ça fonctionne pour les groupes et accompagner les équipes, je dois travailler sur la responsabilisation individuelle. Tout à fait. Les gens doivent se rendre compte qu'ils doivent devenir l'acteur principal du changement qu'ils veulent amener. Et la personne qui tient le rôle principal dans une histoire, c'est la définition de base du héros. Et ce héros-là, pour qu'il se mette en mouvement, pour qu'il puisse se responsabiliser, oui. Évidemment, tu développes plusieurs stratégies gagnantes, mais avant d'avoir ces stratégies gagnantes-là qu'on va parler tout de suite après, ta quête à toi, ta mission à travers cette attitude de héros-là ou d'inculquer, tu la décris comment, cette mission-là, auprès des organisations, des décideurs ou des entrepreneurs? Alors, il y a plusieurs choses, évidemment, c'est une grosse question, parce que là, potentiellement, c'est la mission de vie, c'est pourquoi est-ce qu'on est là, donc ça touche à beaucoup de choses. J'ai eu la chance de pouvoir approcher le sujet sur un de mes livres qui parle de la signification, donc le sens qu'on veut donner à notre trajectoire. Et moi, je te dirais que il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que je voyage beaucoup, ce qui me permet de ramener dans les organisations j'appelle ça des raccourcis d'expérience. Tu vois ? Intéressant. Et donc, beaucoup d'interlocuteurs avec qui je travaille, je sais qu'ils viennent chercher ça, en disant, Fred, voilà, il a... j'ai pas du tout une vue de la cartographie mondiale de ce qui se fait, mais rencontrant des gens au Québec, rencontrant des gens en Afrique du Nord, rencontrant des gens en Europe francophone, beaucoup, j'arrive souvent avec des idées fraîches, des trucs que d'autres ont déjà fait, ou en disant, regardez, là-bas, il fonctionne comme ça, voilà, pour le moment, les tendances, on va plus vers là. Et donc ça, cette notion de « j'apporte des raccourcis d'expérience », c'est devenu quelque chose qui me tient à cœur. Un moteur d'action. C'est devenu un de mes moteurs d'action. Le deuxième, il y en a 3 principaux. Oui. Le deuxième moteur d'action, c'est la notion de transmission. Un auteur belge parle, dans un de ses livres, il parle des passeurs d'expérience. Oui. Et il dit, plutôt que des gens qui enseignent une théorie, aujourd'hui, les gens dans les entreprises ont besoin de passeurs d'expérience. Et donc, raccourci d'expérience, j'en ai parlé. Le deuxième point, c'est vraiment cette notion de je suis un véhicule, je ne suis qu'un moyen de passer des messages, tu vois. Je ne tiens pas à grand-chose dans ce que je dis. Alors, j'ai des convictions, évidemment, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'être un intermédiaire entre des thématiques, des besoins et des expériences, des réponses ou des éclairages qui peuvent permettre aux gens de se développer. Est-ce qu'on pourrait le décrire comme un vulgarisateur? Oui, ça peut être vulgarisateur, ça peut être messager, ça dépend en fait de la position que j'ai. Si j'interviens comme dans des consultations ou comme conseiller en entreprise, là c'est la position plutôt de vulgarisateur. Si c'est en conférence, souvent c'est messager. Tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'environnement. Ça se rapproche un peu. Et le dernier élément que j'ai compris plus récemment,
c'est que j'adore utiliser les chemins que moi j'ai déjà empruntés pour permettre à d'autres de s'y engouffrer. Ouais. Et donc, on en avait parlé, j'ai officialisé il y a peu en Belgique une maison d'édition. Et donc, lancer une maison d'édition en 2018, c'est quand même... j'ai fait beaucoup de transformations numériques, de stratégie digitale. Donc, en Belgique, c'est comme un peu, tu vois, de dire... ben voilà, un homme du digital qui lance une maison d'édition pour imprimer des livres en papier en 2018, c'est possible ça, excusez-moi. Mais ce qui m'anime vraiment là-dedans, c'est de mettre à disposition toute l'expérience que moi j'ai pu acquérir avec les 7 livres que j'ai pu publier, dont les 4 derniers dans ma propre maison d'édition, mais où il n'y avait que moi. Ouais. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dire à d'autres, ok, venez, vous avez quelque chose à raconter, vous avez une voix, vous avez un message, là, je vais vous aider à le faire passer. Donc, si je résume 3 moteurs d'action, le raccourci des expériences, Autant que possible, oui. le messager de l'expérience Oui. et paver le chemin, finalement, pour que d'autres puissent suivre tes traces. Bon, qui puissent surtout créer leur propre route. Oui, c'est ça. Ça m'intéresse pas d'avoir des gens qui deviennent comme moi, tu vois. Non, mais donc, donc dans le sens d'ouvrir le chemin pour que les gens fassent leur propre route. C'est ça. C'est ouvrir une voie en leur disant, regardez, il y a des choses qui sont possibles. Et alors après, dans la manière dont eux vont créer leur propre trajectoire, c'est amener systématiquement ces fameux raccourcis, ces outils pour leur permettre que ce soit... Alors, en entreprise, c'est énormément d'innovation pour le moment, donc pour pouvoir innover, pour pouvoir profiter de la transformation numérique ou pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux, pour pouvoir prendre la parole en public, pour pouvoir écrire un livre. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Quand on est passionné, évidemment, je pense que vous l'avez constaté à la maison. Je pense que la passion est très présente chez toi. On la sent. Il ne faut pas me parler de comptabilité. Faut pas me parler il ne faut plus me parler de droit parce qu'en criminologie, il y en avait beaucoup. Oui. Mais j'ai plus du tout suivi ces matières-là. J'ai peu d'affinité avec tous ces aspects-là. Mais quand il s'agit d'aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, ça me parle. Justement, à aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, tu le fais dans 3 continents. On l'a dit tout à l'heure. Ici, en Amérique, donc au Québec, évidemment dans l'Europe francophone, et en Afrique francophone, évidemment, aussi. Tu t'es promené, tu es un conférencier international quand même avec une feuille de route intéressante et surprenante. Non, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des rêves? Est-ce que Fred Colantonio a encore des rêves qui ne sont pas réalisés? Heureusement. Ben, c'est bien. Un seul rêve qui, comme ça, sans nécessairement dévoiler ton jardin secret, est-ce qu'il y a un rêve quelconque que tu dis ça vraiment, ça me tient à cœur? Écoute, moi je parle pas tellement de rêve, je parle plutôt de défi. Ah, j'aime bien. Moi j'utilise cette notion de défi parce que j'ai l'impression que la notion de rêve, elle positionne tellement loin. Qu'elle n'est pas tangible. Oui, que ça rend pas tangible ou alors que ça nous met pas dans une espèce de forme d'urgence de se dire je pourrais peut-être y arriver quand même. Donc moi je me fixe beaucoup de défis là. Je me dis j'ai envie d'accomplir des choses et depuis que j'ai mis le doigt dans l'engrenage de l'entrepreneuriat, c'est un peu comme dans Matrix ou dans Alice au Pays des Merveilles, c'est je veux suivre le lapin blanc et voir jusqu'où ça peut mener. J'aime l'image, je trouve ça intéressant. Et donc je te dirais qu'il y a dans les défis, la maison d'édition c'est quand même déjà un gros enjeu. J'aimerais beaucoup donner une ou plusieurs conférences en Asie, puisque je suis jamais allé du côté est, je dirais, de la planète Terre. Et donc ça fait partie de mes intérêts ou de ce que je regarde. Et pour le reste, c'est essayer d'être le meilleur conjoint, le meilleur papa, la meilleure personne. Je dis souvent, si je veux que les autres soient une chance pour moi et que j'ai plaisir à les rencontrer, ça commence par moi. Donc, comment est-ce que moi, je peux être une chance pour eux? C'est ça, pour aider les gens à exprimer leur propre essence ou être encore meilleur, quelque part, ça commence aussi par soi. Il faut être en mesure, nous aussi, d'être capable en fait, dans la mesure du possible, d'être capable nous-mêmes de l'exprimer. Mais je le vis vraiment comme ça humainement. Maintenant, voilà, de nouveau, je parle à la personne qui aide les autres à mieux vendre. Oui. Il est évident que quand tu arrives pour la première fois dans un nouveau pays pour donner une conférence, tu as l'espoir de dire j'espère que au-delà peut-être des contingences sur les mots ou des différences culturelles, les gens vont comprendre l'intention,
pour peut-être pouvoir y revenir, nouer des liens solides. Et donc c'est pas à pas, c'est avancer, mais c'est essayer toujours de donner le meilleur de ce qu'on a, en sachant qu'on n'est pas parfait, que des fois ça marche pas toujours, ou que on a peut-être l'énergie qui varie avec les déplacements, le décalage horaire ou des choses comme ça. Mais c'est toujours se dire, être à disposition au maximum pour pas décevoir, quoi, et être à faire le max de ce qu'on peut, quoi. Tu parles beaucoup de stratégies gagnantes afin effectivement d'aider les gens à se responsabiliser, à exprimer le meilleur d'eux-mêmes, la meilleure version d'eux-mêmes. Si tu avais à partager avec les gens, il y a peut-être bien des gens qui ne te connaissaient pas, qui te découvrent aujourd'hui. Si tu avais 2 ou 3 stratégies gagnantes rapidement à partager avec nous, qu'est-ce que tu nous donnerais comme petite stratégie pour nous permettre de faire un pas de plus? Ah, écoute, le faire comme ça, je vais essayer de sortir quelques cartes rapidement. Je dirais la première, c'est de miser sur nos forces. Toujours. Alors, c'est tellement évident qu'on l'oublie, mais c'est tellement évident que beaucoup de gens passent plus de temps à se focaliser sur leurs faiblesses et à essayer de compenser les faiblesses plutôt que de développer là où elles ont une espèce d'aptitude un peu naturelle, ce que moi j'appelle l'ADN, l'atout différenciant naturel. Où est-ce qu'on a le maximum d'impact avec le minimum de freins, le minimum d'efforts, le minimum de difficultés. Et donc, oui, j'invite vraiment toutes les personnes à se dire à quoi est-ce que je suis bon et comment est-ce que je peux devenir excellent. Tout à fait. Tu vois, ça, ce serait vraiment la première chose. Alors pour certaines personnes, il y a déjà cette connaissance, et pour d'autres, ça va déjà demander tout un travail d'identification, de partir à la connaissance de soi, de prise de recul, de conscience de soi. Ouais, tout à fait. Mais donc ça, ce serait la première chose. Miser sur les forces, quoi. Toujours. On n'a jamais rien accompli de grand en tablant sur les faiblesses, quoi. Donc ça, ce serait la première chose. La deuxième, c'est de s'entourer. Ouais. Parce que à un moment, on peut jamais réussir tout seul. Oui, tout à fait. Je veux dire, en tout cas, tu peux pas réussir au détriment des autres. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur quand je présente l'attitude des héros, c'est que la différence entre l'héroïsme et l'égoïsme, c'est que le héros est quelqu'un qui a conscience que l'acte de transformation est solitaire, personne ne s'en chargera à notre place, quoi, hein. Si moi j'ai envie de venir donner des conférences au Québec, c'est moi qui dois prendre l'avion pour venir ici, hein, c'est évident. Mais à la différence de l'égoïsme, dans l'héroïsme, le bénéfice est solidaire. Oh, intéressant. Ça veut dire que nécessairement d'autres doivent pouvoir profiter de mes démarches. Alors c'est parce que peut-être, comme tu l'as dit, ça ouvre une voie, donc ils se disent tiens, si lui y est allé, je peux peut-être y aller aussi. Peut-être qu'ils vont se dire moi ce qu'il fait me parle pas du tout, mais si je vois quelqu'un qui avait une carrière un criminologue et qui maintenant fait ce qu'il fait, moi qui suis ingénieur, travailleur autonome et qui a envie de faire autre chose, ça s'ouvre peut-être pour moi, tu vois. Et s'entourer, c'est vraiment cette logique-là. C'est se dire, maintenant, à chaque fois que je lance un projet, ou à chaque fois que j'ai une idée, je me dis, ok, qui vont être les personnes ressources? Qui vont être les personnes clés? Je suis une toute petite entreprise, moi. Hein. J'ai une collaboratrice qui fonctionne très bien. J'ai ma compagne qui m'entoure et qui me conseille. Mais je veux dire, j'ai pas 150 employés dans ma compagnie. Hein. Je suis très petit, je suis entrepreneur, je fais ce que je peux au quotidien. Et pourtant, je ne pars jamais plus tout seul dans un projet. Même dans les livres d'ailleurs, tu l'as vu, puisque les 6 premiers, je les ai écrits plus ou moins seul. J'ai eu des collaborations à certains moments, mais pour le dernier qui est paru, qui s'appelle Rebondir sur l'échec, j'ai 10 personnes qui témoignent à un moment dans le livre. Et depuis cette expérience-là, ça a été confirmé. Je me suis dit, j'écrirai plus jamais un livre tout seul. C'est tellement agréable d'avoir des personnes qui partagent leur éclairage. Et donc cette deuxième notion de partir accompagné, de y aller en étant entouré, c'est vraiment fondamental. Tu me permets juste de résumer parce que vraiment, je trouve que cette analogie-là ou en fin de compte, cette phrase-là que tu as dit est très très riche, où tu disais la différence entre l'héroïsme et l'égoïsme. Oui. C'est que finalement, l'héroïsme, c'est tout ça est fait à partir de soi, mais c'est solidaire, donc c'est au profit des autres. On prend compte des autres. Ouais, on prend compte des autres. Parce que sinon, si tu restes sur la notion de base de la définition première du héros, où tu dis personne qui a le rôle principal dans une histoire, tu pourrais te dire je fais ce qui est dans mes intérêts, tant pis pour les autres. Ouais. Mais ça ne marche pas. On est dans une économie aujourd'hui, on est à une situation dans le monde où on ne peut plus réussir au détriment des autres. On doit faire attention à... Et quand je dis les autres, c'est même aussi de la planète. On doit avoir une conscience qu'on ne peut plus être en solo, quoi. Très fort comme image, vraiment, je trouve ça intéressant. Donc, 1, on mise sur nos propres forces. Oui. 2, on sait s'entourer. 2, on s'entoure. Une troisième. 3, on clarifie notre degré d'exigence. Oh,
Explique-toi. Mais à un moment, ce qui va constituer un défi pour toi ne sera pas un défi pour moi. Ouais. Ce qui va constituer un gros défi pour moi sera peut-être quelque chose que toi tu fais de manière très naturelle. Et donc on doit être au clair par rapport à ce qu'on attend, à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie de vivre, Voilà, pour certaines personnes, réussir leur vie, ça va être avoir une vie professionnelle intense. Pour d'autres, ça va être au service de sa communauté. Ouais. Pour des troisièmes, ça va être avoir une grosse compagnie avec 1000 personnes. Pour d'autres, ça va être travailleur autonome et avoir la liberté de son horaire ou de ses journées, tu vois. Mais à un moment, il y a tellement de modèles possibles de développement, de réussite, d'épanouissement. De nouveau, je dis bien, je ne regarde plus les travers, mais dans les travers, c'est la même chose. Il y a tellement de modèles de déviance, de délinquance possibles que c'est devenu même peut-être difficile pour certaines personnes de faire un choix. Et donc, si elles partent d'elles-mêmes, si elles s'entourent pour y arriver, ben, le chaînon manquant, c'est de pouvoir dire qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller, à quoi est-ce que je veux arriver, quel sens est-ce que je veux donner à ma trajectoire. Et ça, c'est vraiment la clarification des exigences. Mais tu vois, moi, je traduis souvent, en fait, j'ai un peu le même point que toi, mais je le traduis souvent sur la jauge des attentes. Donc, prendre le temps de bien jauger nos attentes, parce que pour moi, cette jauge-là, elle est tout simplement la seule qui nous permet de dire est-ce que je suis satisfait ou insatisfait. C'est pas le résultat. Parce que le résultat, pour toi et pour moi, peut être ici, mais si mes attentes sont là, moi, je serai insatisfait. Et si toi, tes attentes sont là, toi, tu seras satisfait. Donc, cette jauge des attentes-là, pour moi, elle est très importante. Et j'en parle énormément en vente, en service à la clientèle, en stratégie d'affaires. Donc, on a exactement le même point. Donc, miser sur ses forces, partir de soi, savoir s'entourer et tu mentionnais, j'aime bien ton... Oui, clarifier les exigences. Clarifier ses exigences à ce niveau-là. Le dernier livre, c'est Rebondir sur l'échec. Oui. Ça parle de notre rapport à l'adversité, comment des gens dans une même situation vont s'effondrer et d'autres vont se transcender. Oui. À un moment, si quelque chose te tient à cœur, tu peux avoir une relation à l'échec et te dire, tiens, j'essaye d'arriver là, justement. Tu disais, voilà, moi j'essaye d'arriver là, j'y suis pas encore, donc j'ai l'impression d'échouer. Exact. Mais en même temps, il y a des tas de trucs dans lesquels on échoue et on s'en fout. C'est vrai. C'est totalement vrai. Parce que ça n'a pas d'enjeu, parce qu'il n'y a pas d'exigence par rapport à ça. Moi, un de mes grands, puisque je parlais de partir accompagné, d'être entouré, un de mes grands mentors en affaires, un de mes grands amis, c'est un golfeur. Il a commencé le golf il n'y a pas très très longtemps. C'est pas un golfeur professionnel, non, mais il a trouvé beaucoup de spiritualité dans ce sport. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais écoute, moi ça me passe mais complètement à côté. Et on est arrivé à discuter de ça. Et lui, il me disait, mais moi j'ai envie de progresser au golf parce que ça me tient à cœur. Et je lui dis, mais moi c'est marrant parce que, enfin c'est amusant, parce que c'est comme ça me parle même pas, tu vois. Alors, je lui ai demandé de m'emmener à une session, parce que partir de soi, c'est aussi pouvoir se mettre parfois en inconfort ou accepter d'avoir c'est pas vraiment inconfortable ici, hein, mais c'est en tout cas être ouvert sur le monde. Donc je lui ai dit, est-ce que tu m'accompagnerais, je pourrais venir avec toi et on ferait un parcours de golf ensemble. Il m'a dit oui, et donc j'ai compris ce qu'il pouvait y trouver. Tu vois, ça ne reste pas dans mes standards à moi, ça ne m'a pas donné envie, mais je me dis ok, je vois ce qu'il y trouve. Et cette notion vraiment de je dois clarifier mes exigences parce que si ça me tient à cœur, j'aurai à cœur de réussir, et si ça ne me tient pas à cœur, c'est pas grave si je rate. C'est quand même important dans notre humanité. On est dans une société où on nous véhicule des images fausses de la réussite, des gens qui réussissent tout. Moi, je dis souvent, c'est les marchands de bonheur, quoi. On est riche, on a 3 enfants, on a trouvé l'amour, on a la grosse maison. Pour moi, la réussite, c'est pas ça. Et en tout cas, si quelqu'un cherche à avoir, si quand vous nous regardez, vous cherchez tout ça, vos critères seront très élevés. Moi, il y a des critères qui ne m'intéressent pas là-dedans. Tu viens de m'amener sur un point intéressant en disant, pour moi, c'est pas ça le bonheur ou la réussite. Oui. En terminant, si tu avais à me dire, c'est quoi pour toi, justement, la réussite et le succès? Tu me décrirais ça de quelle façon? C'est très variable, parce que ça dépend évidemment de chacun, mais pour moi, c'est vivre une vie à la hauteur de nos aspirations. C'est, qu'est-ce que je vais vouloir mettre dans mon... On parle parfois de tableau de bord. Hein, qu'est-ce que je veux mettre dans mon tableau de bord? Qu'est-ce que je veux avoir vécu? C'est Jeff Bezos qui disait qu'à l'âge, il s'imaginait à l'âge de 80 ans sur sa véranda, assis sur sa chaise,
en regardant sa vie et en disant, bah, tiens, finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai mis dedans. Exactement. C'est pour ça qu'il a embarqué dans l'aventure Amazon en 94. Et quand j'ai lu cette image-là, je me dis, mais finalement, moi, ce que je veux pour ma vie, c'est avoir un panier que je remplis d'expériences. De toutes sortes, de toute nature, pour avoir testé le maximum de choses, avoir fait le maximum de rencontres et d'expérimentations. Et ça correspond à mes aspirations. Parce que je dis souvent, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Parce que lorsqu'on oui, a des c'est regrets, ça. c'est parce qu'on n'est pas passé à l'action. Tandis que si on a des remords, c'est qu'on est passé à l'action. Peut-être qu'on a fait une bourde, peut-être que ça n'a pas très très bien été, mais au moins on aura essayé. Fred, on pourrait discuter, oui, on l'aura fait. On pourrait discuter pendant des heures encore, mais vraiment, c'est un plaisir de t'avoir ici. Merci aux personnes de nous regarder aussi. Si les gens veulent te rejoindre, veulent communiquer avec toi, quel est le meilleur moyen de communication privilégié? Alors, je dirais qu'il y en a deux. Ils peuvent me retrouver sur il y a mon site web fredcolantonio.com et tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Et alors, il y a pour ceux que les livres intéresseraient, il y a la maison d'édition de l'Attitude des héros pour mes livres en Europe. Et alors, pour le Québec, il y en a 3 qui sont disponibles ici au Québec. Ils sont publiés chez un éditeur québécois qui s'appelle Le Dauphin Blanc. Et là, vous pouvez retrouver sur leur site web 3 de mes livres. Fred, merci mon cher. Merci Vincent, merci à vous. Merci à vous et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Propulser vos affaires. Merci d'avoir été là et si vous avez aimé, partagez. Bonne journée. Bye.